Il m'a été demandé d'exposer ce jour sur l'accord de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Autant que cela a été dit ici, nous comprenons qu'il y a une cohérence claire. Il y a la paix, et cette paix, ça devrait conduire à un développement, mais puisque les États ne vivent pas en autarcie, il faudrait donc un cadre d'intégration économique, et ce cadre d'intégration économique devrait se faire dans la sincérité à la fois historique et géologique. Et cette sincérité pousse à dire que tous les éléments à la base des disparités, des guerres et tout ce que nous connaissons, ce sont les richesses du Congo. Et c'est pourquoi il a plu à l'inspiration stratégique du président de la République de bien vouloir adopter une attitude diplomatique qui devrait conduire à un cadre juridique qu'on a appelé accord de partenariat stratégique. Cet accord, qui soit dit de longtemps, s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la diplomatie des ressources, c'est-à-dire l'effet pour un État de sécuriser l'accès de ces ressources naturelles importantes, de négocier les accords pour les exploiter ou d'utiliser ces ressources comme outil d'influence internationale. Vous voyez, cette triptyque, c'est très important que cela soit noté, puisqu'en réalité, j'ai prévu dans un deuxième point faire un petit retour historique sur la mémoire du paradoxe de l'abondance congolaise. Et ça, c'est une matière à la fois de géostratégie et d'économie de développement pour nous dire ceci. Je crois que ce cadre est aussi pédagogique. Nous sommes, le paradoxe de l'abondance peut aussi être appelé la malédiction des minéraux. Nous sommes en 1885, quand on devrait saucissonner l'Afrique. Je crois que le territoire qui est aujourd'hui République démocratique du Congo est le seul État confié à un individu. Puisque l'histoire ne s'édulcore pas. De 1885 à 1908, nous avons l'État indépendant du Congo avec un roi des Belges, c'est-à-dire un individu qui dirige la Belgique mais qui n'est pas belge, qui est d'origine allemande. Et qu'est-ce qui se passe à l'époque? Nous avons l'EVEA. L'EVEA qui est une ressource importante parce que nous connaissons cette fois-là l'industrialisation, disons, qu'est-ce que je dis, c'est la révolution industrielle, notamment avec les véhicules automoteurs. Et les EVEA ont entraîné sur le plan de l'histoire à ce qu'on a appelé les génocides muets. Ce dont on ne parle pas, c'est génocide de mains coupées où l'exploitation de l'EVEA était donc un instrument qui, on ne le dit peut-être pas, a réduit la population de la RDC, de ce qu'est la RDC aujourd'hui, de plus de 20 millions de personnes. Jusque-là, depuis 30 ans, nous sommes autour de 7 ou 8 millions, mais durant cette période, 20 millions de nos frères et sœurs ont perdu la vie à cause de l'exploitation des champs d'EVEA dans le Grand Équateur. En 1908, nous avons l'État de Congo belge qui arrive, et de 1908 à 1960, il y a notamment les deux guerres mondiales. Il y a encore cette fois-là une course à l'autonomisation stratégique des puissances qui se confrontent.
et le Grand Katanga étaient au cœur de grands projets d'industrialisation d'État. Cette fois-là, dans la course à l'armement, je vais ici parler de la course du nucléaire. Il y a le projet de Manhattan qui a abouti à la bombe atomique, cette bombe qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi qui a causé de faits qui, jusqu'à ce jour, sont ressentis au niveau du Japon. Et cet uranium venait encore du Congo. Et après, vous savez, c'était le début de la guerre du bloc avec un communisme affirmé par Lumumba, qui a notamment entraîné un complot international qui a abouti à son assassinat dans les terres katangaises. Et les choix de l'assassinat au Katanga, l'histoire nous enseigne que n'était pas anodin. Nous avons connu l'association katangaise dans ces pays, avec Tchombe, parce que le projet de balkanisation de ces pays ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons connu une sécession dans le Kasaï, cette fois-là encore à cause de l'industrialisation et la course au diamant. C'est Diamant qui a construit Anvers sans construire les Kasaï. Nous avons, en 1994, connu une situation assez délicate. Ça commence avec l'opération Turquoise, qui visait la paix au Rwanda avec les génocides qu'il y a eu entre le Tutsi et les Hutus. Et ce génocide-là a fait de nos terres, la RDC du Kivu, une terre d'hospitalisation. Et cette hospitalisation dont la France, les États-Unis, avec le Hope Support porté par l'administration Clinton, n'ignore guère. Et c'est cette hospitalisation qui a ouvert la voie à ces grands complots que nous connaissons depuis 30 ans. Première guerre mondiale d'Afrique qui a entraîné la fin du régime Mobutu, une deuxième guerre mondiale d'Afrique qui a impliqué 9 États, ça n'a jamais existé, de 1997 à 1998, même jusqu'en 2001. Nos frères du Kivu, de Kisangani, nos frères du Katanga qui sont ici, puisque c'est tous les Congos réunis, en savent quelque chose. Et depuis ce temps, le Congo a été tourné vers un gouffre. Et ce gouffre, c'est le gouffre du paradoxe de l'abondance. Paradoxe de l'abondance parce que, sans revenir sur beaucoup d'éléments historiques, je voudrais ici rappeler que nous ne semblons pas nous en rendre compte, mais dans tous les forats internationaux, la RDC est aujourd'hui à la fois au cœur de la transition énergétique mondiale, au cœur de l'industrialisation internationale, notamment avec les batteries, au cœur de la technologie numérique et donc au cœur de l'économie verte. Pour vous en rendre compte, je vais vous donner juste 5 minerais qui font de la RDC un état d'avenir. Je commence par parler du cobalt. Ce cobalt qui a au loin là-bas sert aujourd'hui pour les voitures électriques, pour les téléphones, pour les ordinateurs. Et la RDC, c'est le premier pays producteur du cobalt. Et nous en détenons 70% des réserves mondiales. Et le paradoxe,
c'est que nous avons 70% de réserves mondiales de cobalt avec des exportations annuelles qui environnent en brut 3 à 5 milliards de dollars d'exportation. Et la Chine, qui environne 2%, devient le premier pays qui fait transformation à 75% du cobalt. Et vous comprenez que c'est un élément qui touche à la géostratégie des États. Et donc la RDC est une fois de plus au cœur des enjeux géostratégiques mondiaux. Nous sommes deuxième pays producteur du cuivre en Afrique. Ce cuivre sert pour les réseaux électriques. Et vous savez, plus on a une courbe démographique exponentielle, plus nous avons besoin de l'électricité. Il y a un autre paradoxe qui devrait justifier justement l'intérêt de cet accord, c'est que le taux de couverture en électricité aujourd'hui au Congo est inférieur au taux d'électrification que nous avions en 1978. Ce sont des éléments qui devraient, d'une manière ou d'une autre, faire appel aux intelligences stratégiques des acteurs ici présents pour comprendre l'intérêt que nous avons parce que l'histoire nous observe. Je parle des panneaux solaires. On en a besoin, le cuivre, pour les panneaux solaires. L'énergie éolienne, les véhicules, les infrastructures urbaines de pointe. Et selon les études, en 2040, la demande en cuivre devrait doubler. Donc, je parle de moins de 15 ans. Les lithium, vous savez que nous avons des gisements encore non exploités du lithium. Ça sert pour les voitures électriques, pour le stockage d'énergie, les appareils électroniques. Nous avons aussi les tantas, de quel est issu le coltan. C'est utilisé pour les condensateurs électroniques, les smartphones, les ordinateurs, les satellites, les équipements militaires. Ces coltans, c'est dans le Kivu notamment. Et c'est pourquoi on parlait notamment des smartphones, des iPhones de 100. Parce que le Congo, une fois de plus, nous sommes au cœur des enjeux stratégiques parce que chacun d'entre nous a un téléphone. Maintenant, nous devrions donc nous interroger combien vaut la tonne du coltan exporté du Congo et combien vaut l'intelligence injectée dans cette tonne au Silicon Valley, en Chine ou n'importe où. Ça vaut des milliards et des milliards pour des multinationales, notamment qui œuvrent dans la téléphonie mobile. Nous avons enfin le germanium. Il y en a beaucoup, mais j'ai retenu 5. Le germanium, c'est pour la fibre optique, c'est-à-dire la connexion Internet. Les panneaux solaires avancés. Les technologies infrarouges, qui sont des technologies critiques, notamment dans l'armement de pointe. Ces 5 minéraux stratégiques et critiques, parce que tous les minéraux critiques sont stratégiques, mais tous les minéraux stratégiques ne sont pas nécessairement critiques. On les retrouve au Congo, mais pas nécessairement dans toutes les puissances du G8 ou du G7. Pas nécessairement dans toutes les puissances nucléaires. Et que veulent les États? Que veulent les puissances aujourd'hui? Pendant que nous réfléchissons comment nous battre pour les élections, eux réfléchissent comment assurer leurs autonomies stratégiques pour le prochain siècle. Elon Musk, qui aujourd'hui envisage se rendre à Mars, ne favoriserait pas des fuseaux, des fusées ou je ne sais pas moi quoi, sans recourir à la RDC. Aujourd'hui, l'autonomie qu'on veut de véhicules électriques, qui sont peu polluants, semble-t-il, n'aurait pas lieu sans la RDC.
Et cette même RDC, qui est, si je ne parle que des minéraux, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans l'accord, on peut aussi parler des eaux que nous avons en Afrique, soit 3% des eaux douces en Afrique. Nous avons ces eaux qui créent des tourbes et des tourbières, qui sont des lieux de séquestration de CO2. Vous voyez que notre État n'a pas fini de jouer sa partition dans l'histoire de l'évolution du monde. Mais quand on rentre en arrière, on se rend compte que chaque fois, nous avons été victimes des puissances et donc victimes de faits historiques imposés par les puissances qui, eux, écrivent l'histoire. Cette fois-ci, il était nécessaire pour l'État congolais, face à l'agression, de ne pas penser qu'à la paix, de penser à l'intégration, mais de penser aussi à l'idée de notre partition dans cette musique qu'est le jeu de puissance. Et le président de la République, sous son leadership, a pris l'idée, ensemble avec les Américains, de dire, au lieu d'aller chez les reselleurs, nous ouvrons la porte pour qu'ensemble nous pensions le développement de nos deux nations et en faveur de nos deux nations. Qu'est-ce que nous voulons en retour? Et c'est ça le terme de notre coopération avec les États-Unis, et c'est ce que dit l'accord. Parce qu'il ne faudrait pas suivre la désinformation qui laisse entendre que l'État aurait hypothéqué ces minéraux pour 99 ans ou que nous avons tout vendu aux Américains. C'est de la désinformation, c'est le poison rwandais qui n'a d'autre ambition que de fragiliser l'État. Nous avons 4 axes stratégiques. C'est la sécurité et la défense d'abord, c'est-à-dire renforcer la paix, la stabilité et l'autorité de l'État. Et je crois que c'est dans le cadre de cet accord que les États-Unis ont également pris des sanctions ciblées contre le Rwanda, contre son armée et contre ses généraux le plus haut roi des opérations militaires pour le soutien à la déstabilisation de la RDC. Et donc, c'est un avantage stratégique pour l'État. Le deuxième aspect, c'est l'économie. En intégrant, tel que je l'ai dit, les minéraux critiques, l'énergie, les infrastructures, les initiatives technologiques, la valorisation et l'industrialisation de la RDC cette fois-là. Il y a le domaine scientifique, technologique et éducatif. Dans le cadre de cet accord, il est notamment prévu des transferts de technologies, de renforcement des capacités. Et il y a un dernier domaine, c'est l'appui aux institutions et à la bonne gouvernance. C'est là notamment dans la lutte contre la corruption. Mais pour y parvenir, l'accord, dans sa mise en œuvre, prévoit des mécanismes à la fois infrastructurels, structurels et superstructurels, et qui sont avantageux pour les deux États. Il y a notamment le corridor de Sakania-Lobik, ce grand corridor qui devrait assurer notamment l'éclosion économique du Lualaba où nous sommes aujourd'hui. Nous avons notamment les grands Inga, les barrages Inga, qui devraient aussi servir parce que vous savez que l'énergie, c'est la clé du développement. Nous avons un protocole de sécurité qui sera signé cette fois-là avec les États-Unis, et les deux gouvernements travaillent déjà sur ces accords, sur ces protocoles d'accords. Parce qu'il y en a plusieurs, notamment dans le domaine des infrastructures et
il y a le rôle du Parlement, qui n'est pas qu'un rôle en amont, à travers de la ratification, qui est une loi de ces 3 accords, et c'est ce que nous allons faire dès notre rentrée parlementaire, d'où la raison de sensibiliser sur cette question. Mais il y a aussi ce que prévoit l'accord, c'est-à-dire dans les 12 mois de la mise en œuvre, il faudrait que la RDC puisse penser à son cadre légal et constitutionnel, qui devrait être révisité, réformé, notamment la loi sur la fiscalité et toute autre réforme législative et constitutionnelle nécessaire pour la mise en œuvre de cet accord. Et donc, ma prise de parole ce jour devrait se limiter par une phrase que j'aime beaucoup. C'est qu'il n'y a pas d'immunité devant le tribunal de l'histoire. Nous serons tous jugés, non pas pour nos intentions d'aujourd'hui, mais sur l'impact de nos actions d'aujourd'hui sur le devenir de nous-mêmes, mais surtout de nos générations futures, de nos enfants et de nos petits-enfants. Je nous invite donc à soutenir cet accord, à encourager et chacun d'entre nous à sensibiliser pour lutter contre le virus de la désinformation. Je vous remercie.